trahi sans donner de preuves. Il y a quelqu'un qui s'est levé à Sikasso pour dire que lui, il pense qu'il ne faut pas faire ces marches, il faut plutôt réconcilier les gens. Est-ce que vous savez qu'on a été l'enlever là-bas? On l'a enlevé, on est venu le mettre en prison ici, pour que personne ne parle. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme ça. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. Même si on met tout le monde en prison, ça ne suffira pas. Il faut gouverner par la vertu. La peur, c'est nécessaire qu'un État, il ait la force. Mais on ne peut pas gouverner. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec une marche, est-ce que ça vaut une raison de le mettre en prison? D'autres peuvent se taire, mais ceux qui ne parlent pas là, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Il est en prison. Moi, j'ai même envoyé hier quelqu'un le voir, le saluer, parce que je ne le savais pas. Comme je ne sortais pas, j'ai fait des contacts. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a trop de choses anormales, des mensonges qui circulent au Mali. Le premier, c'est contre les partis politiques, c'est faux. Deuxièmement, l'armée, là. Certains pensent qu'il s'agit de quelqu'un. Moi, je parle de l'armée malienne. Je vous assure que sans l'armée malienne, on allait être comme avant. Deuxièmement, les militaires que vous voyez là. Peut-être certains pensaient qu'on a lutté contre ça, on est devenu Premier ministre. Moi, je n'étais pas dans ça. Hein. La preuve, quand on a demandé de donner le nom de Premier ministre, j'ai dit que je n'étais pas là-dedans. Parce qu'un Premier ministre, on ne le ramasse pas dans les caniveaux. Même dans les ONG, le gouvernement, ce n'est pas une ONG pour faire un appel d'offres et choisir quelqu'un. Un Premier ministre, c'est quelqu'un qu'on connaît. On l'appelle, s'il peut, il fait le travail. Mais quand les militaires sont venus nous voir le 24 mai, on s'est entendu, il y a des choses que je savais bien avant. Je sais que si ces militaires avaient accepté de faire le jeu de la France, ils allaient gouverner tranquillement, les gens vont mourir, tuer comme dans certains pays, faire des fraudes et rester au pouvoir. C'est parce que j'ai eu la conviction qu'ils étaient engagés pour libérer le Mali. C'est pourquoi moi je me suis engagé avec eux. Ce n'est pas pour les postes de Premier ministre, ce n'était pas mon problème. Quand je me suis engagé aussi, j'ai compris qu'il faut l'habillage politique. L'action militaire seulement ne suffit pas. Mais j'ai eu la chance, le président m'a porté sa confiance, il m'a dit d'aller le représenter à l'ONU. Le discours que j'ai lu là-bas, là, mais c'est un discours politique. Parce qu'en ce moment, il y avait la campagne contre l'arrivée de nos partenaires russes. Parce que beaucoup ne comprennent pas cette histoire de laisser en plein vol. Comment c'est venu? C'était au moment où il y avait une campagne contre le Mali. Il y avait des jeunes de certaines nationalités que certains ambassadeurs réunissaient, plus quelques chefs de parti qui ont vendu leur âme au diable pour dire de soulever les Maliens et refuser l'arrivée des partenaires. Mais c'est pourquoi j'étais en Occident. On tue nos soldats, on tue nos militaires. On ne peut pas acheter des armes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a acheté même un avion de transport qu'on a bloqué. Mais on va chez celui contre qui on ne peut pas faire de pression. C'est ça l'image que j'ai donnée. Vous êtes dans un avion, en plein air, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. Ça, c'est la trahison d'enfant de dos. Mais pour, de façon plus simple, on a dit c'est comme nous laisser en plein vol, sans parachute. Ça, c'est pour dénoncer la trahison dont le Mali était victime. Ce discours-là, personne ne l'a vu avant que je le prononce. Personne. Tous ceux qui vous disent que c'est qui l'ont écrit, c'est qui l'ont fait, c'est faux. Le président m'a investi de sa confiance et ça suffisait. Il fallait faire une prise de position à la hauteur de l'événement. Donc mes convictions personnelles, qui datent de longtemps, ont coïncidé avec les vœux du chef de l'État. Pour un discours politique, je vais vous dire, il a un certain nombre de caractéristiques. Le même discours, si je l'avais fait dans un meeting du M5, ou du MPR, ou dans un quartier, c'est à Yoroshio. Donc un discours, les lieux où vous le dites, les lieux, n'est-ce pas? Je l'ai dit à la tribune des Nations Unies. Les circonstances, c'était à l'Assemblée Générale, donc il y avait tout le monde entier, n'est-ce pas? Le contenu du discours même, c'est un discours qui est long, mais les gens ont retenu cette partie-là, à laisser en plein vol. Est-ce que vous savez que ce discours-là, des diplomates m'ont conseillé de l'enlever? Je leur ai dit non, ça c'est la politique. Au Théo Kabaré,
Les militaires et les diplomates doivent être au service du pouvoir en place. Donc, on a compris. La deuxième chose, il fallait tenir les assises nationales. Parce que les assises allaient permettre aux membres du M5, dont vous, aux militaires qui ont opéré le changement et à la majorité silencieuse des Maliens de se concerter et fixer ensemble un cap, fixer la date, la feuille de route de la transition. En ce moment, on va parler au nom de tous les Maliens. Mais c'est ce qu'on fait, le code minier, la constitution, tout ça là, ce n'est pas des actions militaires. Ça, c'est la politique. La confiance retrouvée des Maliens, c'est la politique. Sinon, le terrorisme, il continue encore à nous terroriser, mais il va finir, je vous assure qu'il faut que les gens tiennent. Parce que le plus important là, on a pris leur base. Maintenant, ils attaquent les populations sans défense, ils sont éparpillés partout, parce qu'ils sont sponsorisés, ils sont financés. Sinon, comment vous pouvez vous comprendre que dans le désert, il n'y a pas de raffinerie de pétrole, il n'y a pas d'usine de fabriquer les motos, il y a des milliers de motos avec des milliers de gens qui ont du carburant, qui ont des armes, qui tuent les populations dans le désert. Il y a quelqu'un qui le fait. Et ça, il fallait ouvrir les yeux aux Africains pour qu'ils comprennent. L'analyse critique des propos de l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, révèle une réflexion multidimensionnelle sur les défis de gouvernance au Mali, mêlant des questions de justice, de souveraineté et de politique internationale. Ce discours illustre les tensions inhérentes à une transition politique marquée par des conflits internes et des pressions extérieures. En premier lieu, Maïga critique avec fermeté l'usage de la peur et des arrestations arbitraires comme instrument de contrôle politique. L'exemple de l'arrestation à Sikasso d'un citoyen exprimant une opinion divergente incarne les dérives répressives du régime. Selon lui, une telle approche ne peut garantir une stabilité durable. Il met en avant la nécessité de gouverner par la vertu, appelant implicitement à un retour aux principes d'éthique, de dialogue et de respect des droits fondamentaux. Cependant, ces critiques manquent d'éléments précis pour justifier l'ampleur de ces accusations, laissant place à des zones d'ombre quant aux faits exacts. Sur le plan militaire, Maïga souligne le rôle crucial de l'armée malienne dans la préservation de la souveraineté nationale. Il reconnaît que, sans elle, le pays aurait sombré davantage dans le chaos. Cependant, il critique subtilement l'absence de vision politique structurée pour accompagner l'action militaire. Il met en garde contre une militarisation excessive de la gouvernance, insistant sur l'importance d'un équilibre entre pouvoir civil et action militaire. Cette position reflète une tension fréquente dans les transitions post-coup d'État en Afrique, où les militaires jouent souvent un rôle central mais controversé dans les affaires politiques. Son analyse de la lutte contre le terrorisme met en lumière un problème complexe et profondément enraciné. Maïga attire l'attention sur la logistique sophistiquée des groupes terroristes opérant dans des zones désertiques, carburant, motos et armes, malgré un environnement hostile. Cette observation pose des questions sur les financements occultes et les complicités internationales. Il suggère que des acteurs puissants, non nommés, soutiennent ces groupes pour maintenir une instabilité dans la région. Bien que cette dénonciation soit percutante, elle manque de preuves tangibles pour appuyer ces affirmations. Dans une perspective géopolitique, Maïga critique les ingérences étrangères et met en avant le tournant stratégique du Mali vers des partenaires comme la Russie. Il dénonce les campagnes internationales visant à discréditer ces nouveaux partenariats et les actions des ambassadeurs et politiciens locaux qu'il accuse de « vendre leur âme au diable ». Ce positionnement reflète une volonté affirmée de rupture avec les anciennes puissances coloniales et de diversification des alliances. Toutefois, cette orientation soulève des interrogations sur la durabilité et les implications de ces nouvelles alliances, notamment en termes de transparence et d'impact réel sur le bien-être des Maliens. Par ailleurs, le discours contient une critique implicite des élites politiques, symbolisée par son rejet des nominations opportunistes aux postes clés comme celui de Premier ministre. Maïga rejette l'idée que le gouvernement puisse fonctionner comme une organisation non gouvernementale, ONG, où des appels d'offres déterminent les responsabilités politiques. Cette déclaration reflète un désir de valoriser le mérite et la compétence dans la gestion de l'État, bien que les pratiques actuelles soient souvent influencées par des considérations partisanes ou personnelles. Enfin, Maïga insiste sur l'importance d'une vision politique cohérente pour accompagner les réformes en cours. Il évoque les assises nationales comme un cadre nécessaire pour impliquer toutes les parties prenantes civiles, militaires et membres de la société civile dans la définition d'un projet commun.
Cette approche participative est louable, mais elle reste confrontée à des défis majeurs, notamment l'exclusion potentielle des voix dissidentes et la méfiance généralisée envers les institutions de transition. En conclusion, le discours de Choguel Kokala Maïga est une dénonciation passionnée des dysfonctionnements politiques et une défense de la souveraineté nationale. Ces critiques mettent en lumière des problématiques essentielles mais restent parfois générales, sans apporter de solutions concrètes ou des preuves substantielles pour appuyer certaines affirmations. Ce discours invite néanmoins à une réflexion approfondie sur les mécanismes de gouvernance, les relations internationales, et les priorités stratégiques du Mali dans un contexte de transition complexe. L'un des points centraux du discours de Choguel Kokala Maïga est sa dénonciation des arrestations arbitraires et de l'intimidation exercée par les autorités. L'exemple donné l'arrestation à Sikasso d'un individu exprimant son désaccord sur l'opportunité d'organiser des marches au lieu de prioriser la réconciliation illustre les tensions persistantes entre l'État et ses citoyens. Selon Maïga, cette approche répressive traduit une incapacité des autorités à instaurer un climat de confiance et de dialogue. En effet, gouverner un pays par la peur revient à étouffer les voix dissidentes et à marginaliser une partie de la population, ce qui alimente davantage les tensions sociales et politiques. Cependant, si cette critique est justifiée sur un plan éthique, elle soulève des questions sur les moyens pratiques de réconciliation dans un contexte aussi fragmenté que celui du Mali. Depuis des décennies, le pays est marqué par des conflits intercommunautaires, des insurrections armées, et des ingérences étrangères. La réconciliation nationale nécessiterait non seulement la libération des prisonniers politiques, mais aussi un effort systématique pour établir un dialogue inclusif et promouvoir la justice transitionnelle. Or, dans son discours, Maïga ne propose pas de cadre concret pour atteindre cet objectif. Cela peut être perçu comme une faiblesse, car la critique sans proposition risque de limiter l'impact de son message. Le rôle de l'armée malienne, décrit par Maïga comme un pilier essentiel de la souveraineté nationale, mérite une analyse approfondie. Selon lui, sans l'armée, le Mali serait tombé dans un chaos comparable à celui d'autres pays en crise. Cette reconnaissance du rôle central des militaires s'accompagne néanmoins d'une mise en garde implicite contre une militarisation excessive du pouvoir. Cette dualité reflète une tension typique des transitions politiques dans les pays où l'armée a pris le contrôle après un coup d'État. Bien que l'armée soit souvent perçue comme un sauveur, elle risque de devenir un acteur dominant, réduisant l'espace démocratique et civil. Dans le cas du Mali, les militaires, tout en jouant un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme et les ingérences étrangères, se trouvent confrontés à une perception croissante d'autoritarisme. Maïga souligne la nécessité d'un « habillage politique » pour accompagner les actions militaires. Ce terme évoque l'idée que l'action militaire seule ne peut suffire à rétablir l'ordre et la stabilité. Elle doit être complétée par des réformes politiques inclusives et une vision claire pour l'avenir du pays. Toutefois, cet habillage politique pourrait également être interprété comme une tentative de légitimer une gouvernance militaire prolongée sous une façade civile, un problème récurrent dans de nombreux pays africains. Un autre point saillant du discours est l'évocation de la lutte contre le terrorisme, décrite par Maïga comme un défi complexe et multiforme. Il attire l'attention sur les capacités logistiques impressionnantes des groupes armés opérant dans des zones désertiques, en dépit de l'absence d'infrastructures locales. Cette situation soulève des questions cruciales sur les sources de financement et les soutiens étrangers dont bénéficient ces groupes. Maïga insinue que des puissances extérieures jouent un rôle dans le maintien de l'instabilité au Mali, sans toutefois fournir de preuves concrètes pour étayer cette affirmation. L'analyse de ces propos pourrait être enrichie par une réflexion sur les dynamiques géopolitiques de la région. La bande sahélo-saharienne est devenue un terrain d'affrontement indirect entre plusieurs puissances mondiales, chacune cherchant à protéger ses intérêts stratégiques. La présence accrue de groupes terroristes pourrait être vue comme une conséquence des luttes d'influence entre ces acteurs. Dans ce contexte, le Mali se trouve dans une position délicate, pris entre la nécessité de coopérer avec des partenaires étrangers pour combattre le terrorisme et le désir de préserver sa souveraineté. Maïga insiste sur l'importance de protéger la souveraineté nationale face aux ingérences étrangères, notamment celles des anciennes puissances coloniales comme la France. Il critique les tentatives de certains acteurs étrangers de discréditer les nouveaux partenariats stratégiques du Mali, en particulier avec la Russie. Ce tournant stratégique est présenté comme une réponse à l'échec des précédentes alliances à garantir la sécurité et le développement du pays. Cependant, ce réalignement géopolitique suscite des interrogations. Si l'approche de Maïga reflète une volonté légitime de diversification des partenariats, elle soulève des questions sur les conséquences à long terme de ces choix. Les nouveaux partenaires, bien que perçus comme plus respectueux de la souveraineté malienne, ne sont pas exempts d'intérêts stratégiques propres. De plus,
le manque de transparence autour de ces accords alimente les spéculations et les critiques, tant au niveau national qu'international. Un aspect clé du discours est l'accent mis sur la nécessité de tenir des assises nationales pour définir une feuille de route de transition. Maïga présente ces assises comme un espace de dialogue où civils, militaires et représentants politiques peuvent collaborer pour fixer un cap commun. Cette approche participative est essentielle pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions et pour assurer une transition inclusive. Cependant, le succès de ces assises dépendra de leur capacité à inclure toutes les voix, y compris celles des opposants et des groupes marginalisés. L'exclusion de certaines parties prenantes, comme les prisonniers politiques ou les groupes critiques envers le régime, risque de compromettre la légitimité des décisions prises. De plus, dans un contexte où la méfiance envers les autorités est élevée, la transparence et l'impartialité du processus seront cruciales pour éviter que ces assises ne deviennent un simple exercice symbolique. Le discours de Choguel Kokala Maïga est une critique puissante des dysfonctionnements actuels et un plaidoyer pour une gouvernance fondée sur l'éthique, la justice et la souveraineté. Cependant, il reste marqué par des contradictions et des zones d'ombre. D'un côté, Maïga dénonce avec vigueur les dérives autoritaires et les ingérences étrangères, de l'autre, il omet de fournir des solutions concrètes ou des preuves tangibles pour appuyer certaines de ses affirmations. Dans un contexte de transition politique complexe, où les attentes des citoyens sont élevées, ce discours reflète à la fois les aspirations et les frustrations d'un peuple en quête de stabilité et de justice. Pour transformer ces aspirations en réalité, il faudra dépasser les simples déclarations et adopter une approche inclusive, transparente et orientée vers des résultats concrets. Cela implique non seulement de réformer les institutions politiques et sécuritaires, mais aussi de repenser les relations internationales du Mali pour en faire un acteur souverain et respecté sur la scène mondiale.